Trump vient de louer publiquement l'invasion américaine du Mexique au XIXe siècle comme un événement légendaire et héroïque. L'indignation au Mexique est totale. Mais ce que presque personne n'est en train d'analyser, c'est pourquoi Trump a choisi ce moment précis pour glorifier le plus grand vol territorial de l'histoire moderne de l'Amérique. Bienvenue, je suis économiste et je porte plus de 4 décennies à étudier comment les empires utilisent le récit historique pour justifier la domination économique contemporaine. Ce que Trump est en train de faire n'est pas une erreur diplomatique maladroite, c'est une déclaration délibérée d'intention qui révèle exactement comment il voit la relation entre les États-Unis et le Mexique en 2026. Laisse-moi commencer par les faits historiques de base, parce que tu as besoin de comprendre exactement ce que Trump est en train de glorifier. Entre 1846 et les États-Unis ont envahi le Mexique dans une guerre d'agression qui a résulté en la perte de plus de 2,4 millions de kilomètres d'eau de territoire mexicain. Ce n'était pas une guerre défensive. Le Mexique n'a pas attaqué les États-Unis. C'était une guerre de conquête territoriale planifiée et exécutée délibérément par une nation expansionniste qui voulait le territoire que le Mexique possédait. La Californie, le Texas, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah, la plus grande partie du Colorado et des parties du Wyoming, du Kansas et de l'Oklahoma. Tout cela était Mexique. Tout cela a été arraché par la force militaire. Le prétexte officiel pour la guerre était une supposée agression mexicaine contre des troupes américaines sur un territoire disputé. Mais même à ce moment-là, beaucoup d'Américains ont reconnu que c'était une guerre fabriquée. Le congressiste Abraham Lincoln, qui deviendrait plus tard président, a défié publiquement le président Polk de montrer l'endroit exact où supposément des soldats mexicains avaient attaqué des troupes américaines sur sol américain. Polk n'a jamais pu le faire, parce que cet endroit n'existait pas. Les troupes américaines avaient été envoyées délibérément sur un territoire que le Mexique revendiquait pour provoquer un incident qui justifierait l'invasion. Ulysse Grant, qui a combattu dans cette guerre et qui deviendrait plus tard également président, a écrit dans ses mémoires que la guerre avec le Mexique fut l'une des plus injustes jamais menées par une nation plus forte contre une plus faible. Il a dit que c'était un cas d'une république suivant le mauvais exemple des monarchies européennes en ne considérant pas la justice dans son désir d'acquérir du territoire additionnel. C'est un général américain, un président américain qui admet que la guerre fut injuste et basée purement sur l'avidité territoriale. Les États-Unis ont payé 15 millions de dollars au Mexique pour le territoire pris selon le traité de Guadalupe et Hidalgo. Cela est parfois présenté comme si cela avait été une transaction commerciale. Mais c'est absurde. Quand tu conquiers un territoire par la force et qu'ensuite tu offres une fraction de sa valeur comme paiement, ce n'est pas une vente, c'est un vol avec une insulte ajoutée. Pour mettre ces 15 millions en perspective, seulement la Californie a aujourd'hui un produit intérieur brut de plus de 3,6 billions de dollars par an. C'est la 5e économie la plus grande du monde. Le Mexique a reçu 15 millions pour un territoire qui maintenant génère des billions chaque année. Maintenant, relions cela à ce que Trump a dit exactement. Dans un événement public, il a loué l'invasion comme légendaire. Il a décrit les généraux américains qui l'ont menée comme des héros. Il a suggéré que ce fut un moment de grandeur américaine. Et il l'a fait précisément au moment où il est en train de menacer le Mexique avec des tarifs douaniers, avec des interventions sur la migration, avec des ultimatums sur le fentanyl. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal délibéré. Trump est en train de dire au Mexique et au monde qu'il voit les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine en termes du Xe siècle, en termes de pouvoir brut et de subordination forcée. La réaction au Mexique a été d'indignation absolue. La présidente Claudia Sheinbaum a émis un communiqué condamnant les déclarations. Elle a dit que glorifier une invasion qui a causé une souffrance massive et qui a dépouillé le Mexique de plus de la moitié de son territoire est profondément offensant et inacceptable. Le Congrès mexicain a approuvé une résolution de condamnation. Les médias de tout l'éventail politique mexicain ont critiqué les déclarations.
Il y a des appels sur les réseaux sociaux pour des protestations, pour des réponses diplomatiques plus fortes, pour des contre-mesures économiques. Mais voici ce que tu dois comprendre qui va au-delà de l'indignation morale justifiée. Ce que Trump est en train de faire est de préparer le terrain idéologique pour des politiques néo-impériales contemporaines. Quand tu glorifies une conquête historique, tu es en train de normaliser l'idée que les États-Unis ont le droit de prendre ce qu'ils veulent de pays plus faibles. Tu es en train d'établir que le pouvoir fait le droit, que la force militaire justifie la domination économique, qu'il n'y a pas de limite morale à ce qu'une puissance peut faire à ses voisins. Laisse-moi t'expliquer comment cela se connecte avec l'économie politique actuelle. Le Mexique n'est pas seulement un voisin géographique des États-Unis, c'est le principal partenaire commercial surpassant même la Chine. Le commerce bilatéral dépasse les 800 milliards de dollars par an. Les chaînes d'approvisionnement sont complètement intégrées. Les produits traversent la frontière plusieurs fois pendant les processus de fabrication. Cette intégration économique profonde donne au Mexique un certain pouvoir de négociation qu'il n'avait pas au 2 siècles quand il fut envahi. Mais Trump est en train de signaler qu'il ne reconnaît pas ce pouvoir de négociation comme légitime. Il est en train de signaler qu'il voit le Mexique fondamentalement comme un territoire que les États-Unis ont le droit de dominer. Les tarifs qu'il menace ne sont pas seulement des mesures économiques, ce sont des outils de subordination, conçus pour forcer le Mexique à accepter des politiques qui bénéficient aux États-Unis, indépendamment du coût pour le Mexique. Et en glorifiant l'invasion du XIXe siècle, Trump est en train de dire que si le Mexique ne coopère pas volontairement avec sa subordination, les États-Unis ont un précédent historique pour utiliser n'importe quel moyen nécessaire. Maintenant, je veux parler de comment ce récit historique a fonctionné pendant presque 2 siècles pour justifier des relations inégales. Aux États-Unis, la guerre avec le Mexique est rarement enseignée comme ce qu'elle fut. Une guerre de conquête agressive. Elle est souvent présentée comme partie de l'expansion inévitable des États-Unis comme destin manifeste, l'idée que les États-Unis avaient un droit divin ou historique à s'étendre d'une côte à l'autre. Cette idéologie fut conçue spécifiquement pour justifier le vol territorial et le génocide des peuples indigènes. Au Mexique, par contraste, la guerre est enseignée comme un trauma national définitoire. Il y a un monument aux Niños Héros, de jeunes cadets qui ont défendu le château de Chapultepec contre les troupes américaines et qui sont morts plutôt que de se rendre. La perte du territoire est vue comme une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Chaque Mexicain apprend à l'école sur le territoire perdu. C'est une partie fondamentale de l'identité nationale et du scepticisme historique envers les États-Unis. Quand Trump glorifie l'invasion, il n'est pas seulement en train d'offenser les sentiments mexicains, il est en train de toucher délibérément la blessure historique la plus profonde dans la relation bilatérale. Et la question est, pourquoi? Pourquoi un président américain, qui est supposé vouloir négocier avec le Mexique sur la migration et le commerce, choisirait-il délibérément le langage le plus offensant possible sur l'épisode le plus douloureux de l'histoire partagée? La réponse, je crois, est que Trump ne cherche pas la négociation entrega. Il cherche l'imposition de termes depuis une position de force. Il veut que le Mexique accepte ses demandes sur la migration, sur le fentanyl, sur le commerce. Non parce qu'elles sont mutuellement bénéfiques, mais parce que les États-Unis sont plus forts et que le Mexique doit obéir. La glorification de l'invasion du XIXe siècle est une façon de rappeler au Mexique que la force brute reste une option si la coercition économique ne fonctionne pas. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette stratégie va probablement échouer et pourquoi cet échec pourrait avoir des conséquences énormes. Le Mexique, en 2026, n'est pas le Mexique de 1846. Ce n'est pas un pays faible et désorganisé qui vient juste de sortir de l'indépendance coloniale. C'est une économie industrielle moderne, la 10e plus grande du monde. Il a des alliances internationales, il a des options, et plus important, il a une population qui a été éduquée pendant des générations sur le trauma du XIXe siècle,
et qui est absolument prête à résister à n'importe quelle tentative de répéter ce schéma. Sheinbaum ne peut pas céder devant Trump sans payer un coût politique dévastateur à l'intérieur. Si elle semble accepter la subordination à des États-Unis qui glorifient avoir volé la moitié du territoire mexicain, elle perdrait un soutien massif. N'importe quel leader mexicain qui accepterait cela serait vu comme traître. Donc, les déclarations de Trump, loin d'affaiblir la position négociatrice du Mexique, la renforcent en rendant politiquement impossible pour Sheinbaum de faire des concessions significatives. Mais il y a une autre dimension de cela qui est encore plus importante. Les déclarations de Trump sont observées par toute l'Amérique latine et au-delà. Chaque pays de la région a sa propre histoire d'intervention américaine. Cuba, Rico, Panama, Nicaragua, Guatemala, République dominicaine, Grenade. La liste des pays où les États-Unis ont intervenu militairement ou ont orchestré des changements de régime est longue. Quand Trump glorifie l'invasion du Mexique, il est en train de rappeler à toute l'Amérique latine comment Washington voit vraiment la région. Le résultat prévisible est que plus de pays latino-américains vont chercher à se distancier des États-Unis et à construire des relations alternatives. La Chine offre de l'investissement sans conditionnalité politique. La Russie offre de la coopération en sécurité énergétique. Les BRICS offrent des systèmes de commerce qui ne dépendent pas du dollar. Chaque fois que Trump agit comme un impérialiste du XIXe siècle, il rend ces alternatives plus attractives. Laisse-moi te raconter quelque chose sur la réaction spécifique au Mexique qui, je crois, est très révélatrice. Ce n'est pas seulement que les politiciens et les médias ont condamné les déclarations. Il y a eu une réponse populaire massive sur les réseaux sociaux, dans les conversations quotidiennes, dans les protestations. Des hashtags sur le sujet ont dominé Twitter mexicain pendant des jours. Il y a des mèmes, de l'art, des vidéos, tout exprimant l'indignation, mais aussi la détermination de ne pas être intimidé. Ce que cela démontre, c'est que Trump a touché quelque chose de profond dans la psyché nationale mexicaine. Ce n'est pas seulement de la politique de haut niveau, c'est personnel pour des millions de Mexicains qui sentent que leur pays est insulté et menacé. Et cette énergie populaire est exactement ce que Sheinbaum peut mobiliser pour résister aux pressions américaines. Quand ta population est unifiée dans l'indignation contre des menaces externes, tu as beaucoup plus d'espace politique pour prendre des positions fermes. Maintenant, je veux analyser cela depuis une perspective de théorie économique parce que je crois qu'il y a des leçons importantes ici sur le pouvoir et la dépendance. La théorie économique néoclassique suggère que le commerce est mutuellement bénéfique et que des pays interdépendants ont des incitations à coopérer. Mais cette théorie assume des relations entre égaux. Quand il y a une asymétrie de pouvoir massive, le commerce peut se transformer en outil de domination. Les États-Unis ont historiquement utilisé l'accès à leur marché comme levier pour extraire des concessions politiques de pays plus petits. Si le Mexique veut vendre aux États-Unis, il doit accepter certaines conditions. Ça a été la logique pendant des décennies. Mais il y a une limite à combien cette stratégie peut fonctionner. Si les demandes sont si onéreuses que le Mexique décide qu'il vaut mieux souffrir économiquement que les accepter, alors le levier perd son première efficacité. Et les déclarations de Trump sur l'invasion du Xe siècle sont en train de rapprocher le Mexique de ce point. Elles sont en train de faire que résister devienne non seulement une décision économique, mais une question de dignité nationale. Et quand tu dois choisir entre prospérité économique à court terme et dignité nationale, beaucoup de pays choisissent la dignité. C'est le calcul que Trump apparemment ne comprend pas. Laisse-moi parler des implications de cela pour le système international plus large. Nous sommes dans un moment de transition d'un ordre unipolaire dominé par les États-Unis vers un ordre multipolaire où il y a plusieurs centres de pouvoir. Cette transition est inévitable, étant donné l'ascension économique de la Chine, la résistance de la Russie, l'assertivité croissante du Sud global. La question est de savoir si cette transition sera relativement pacifique ou violente. Trump,
avec sa glorification de l'impérialisme du Xe siècle, train de pousser vers une transition plus conflictive. Il est en train de signaler que les États-Unis n'accepteront pas leur déclin relatif pacifiquement, qu'ils sont prêts à utiliser la force ou la menace de force pour maintenir la domination. Cela rend plus probable que d'autres pays voient les États-Unis comme une menace qui doit être contenue plutôt que comme un partenaire avec qui on peut coopérer. La Chine observe tout cela et prend des notes. Chaque fois que Trump insulte le Mexique, chaque fois qu'il menace l'Amérique latine, Pékin gagne de l'influence sans rien faire. La Chine n'a pas besoin d'envahir des pays ou de glorifier des conquêtes historiques. Elle a seulement besoin d'offrir des relations respectueuses et du commerce mutuellement bénéfique. En comparaison avec Trump glorifiant des vols territoriaux, la Chine paraît extrêmement raisonnable, et le résultat pratique est que l'Amérique latine s'éloigne de l'orbite américaine plus rapidement que ce qui serait arrivé autrement. Le Brésil sous Lula est en train d'approfondir ses relations avec la Chine et de défier ouvertement les politiques américaines. Le Mexique est en train de diversifier ses relations commerciales. Même des pays traditionnellement alignés avec Washington sont en train de reconsidérer leurs options. Trump est en train d'obtenir exactement le contraire de ce qu'il est supposé vouloir. Maintenant, je veux parler de la dimension de classe de tout cela, parce que je crois que c'est crucial pour comprendre qui bénéficie vraiment des politiques de Trump. Quand Trump glorifie l'invasion du Xe siècle, il ne parle pas au nom des travailleurs américains ordinaires. Il parle au nom d'un projet nationaliste qui bénéficie principalement aux élites corporatives qui veulent un accès sans restriction aux ressources et au marché mexicain. En termes clairs, les travailleurs américains ne gagnent rien d'une relation hostile avec le Mexique. En fait, ils perdent. Des chaînes d'approvisionnement interrompues signifient des pertes d'emplois aux États-Unis autant qu'au Mexique. Des prix plus élevés pour des produits importés nuisent aux consommateurs américains. Une crise migratoire causée par des politiques américaines agressives crée des pressions qui affectent les communautés frontalières. Mais les corporations qui veulent forcer le Mexique à accepter des conditions de travail et environnementales plus faibles, qui veulent accéder aux ressources naturelles mexicaines sans restriction, qui veulent pouvoir déplacer le capital librement tout en restreignant le mouvement des travailleurs. Ces corporations, oui, bénéficient d'un Mexique subordonné. Le nationalisme agressif de Trump sert des intérêts de classe spécifiques, bien qu'il soit présenté comme défense du peuple américain. Du côté mexicain aussi, il y a une dimension de classe importante. Les élites entrepreneuriales mexicaines, qui sont profondément intégrées avec le capital américain, sont terrifiées par la possibilité d'une rupture réelle dans les relations. Elles veulent que Sheinbaum trouve une manière d'apaiser Trump sans perdre trop de crédibilité à l'intérieur. Mais les travailleurs mexicains, les paysans, les secteurs populaires sont beaucoup plus disposés à accepter des coûts économiques si cela signifie défendre la souveraineté et la dignité nationale. Cette tension interne au Mexique est quelque chose que Sheinbaum doit naviguer avec soin. Mais les déclarations de Trump sur l'invasion rendent plus facile pour elle de mobiliser le soutien populaire pour la résistance. Quand les élites entrepreneuriales prestent pour des concessions, elle peut pointer que Trump est en train de glorifier le vol du territoire mexicain et demander si le Mexique doit le récompenser pour cette insulte en cédant plus de souveraineté. Laisse-moi te raconter quelque chose sur comment cela se joue dans les médias américains, parce que je crois que c'est révélateur d'attitudes plus larges. La couverture a été minimale, comparée à l'attention que cela a reçue au Mexique. Les médias américains qui l'ont couvert le présentent généralement comme un autre exemple de Trump étant politiquement incorrect ou diplomatiquement maladroit. Presque personne n'est en train d'analyser les implications plus profondes ou de reconnaître à quel point ces déclarations sont offensantes. Ce manque de compréhension reflète une ignorance plus large aux États-Unis sur l'histoire latino-américaine et sur comment les politiques américaines sont perçues dans la région. La majorité des Américains ne savent pas que leur pays a envahi et conquis la moitié du Mexique. Ils ne savent pas sur des douzaines d'autres interventions en Amérique latine.
Ils ne comprennent pas le ressentiment historique que ces actions ont créé. Cette ignorance est commode pour les élites qui veulent continuer des politiques impériales sans un examen approfondi de la part du public américain. Si le public américain comprenait vraiment l'histoire des interventions américaines en Amérique latine, il pourrait questionner les politiques actuelles plus efficacement. Mais tant que cette histoire reste inconnue, il est plus facile de présenter les pays latino-américains comme le problème et les États-Unis comme simplement défendant leurs intérêts légitimes. Maintenant, je veux parler de ce qui pourrait arriver ensuite, parce que je crois que nous sommes dans un moment dangereux. Trump a créé une situation où reculer serait vu comme faiblesse. Sheinbaum est dans une position similaire. Aucun côté ne peut céder facilement sans payer des coûts politiques significatifs. Cela crée un potentiel pour une escalade que aucun côté ne veut vraiment, mais qui peut arriver quand même. Les scénarios possibles vont de relativement bénins à très préoccupants. Dans le meilleur cas, les deux côtés trouvent une manière de déclarer une victoire partielle, tout en mettant de côté les provocations. Plus extrême. Trump peut imposer quelques tarifs symboliques et déclarer qu'il est dur. Sheinbaum peut implémenter quelques mesures sur la migration et déclarer qu'elle coopère comme partenaire, mais pas comme subordonnée. Les deux sauvent les apparences et la vie continue. Mais il y a des scénarios pires. Si Trump implémente vraiment des tarifs massifs comme il l'a menacé, le Mexique répondra avec des contre-mesures. Cela pourrait spiraler en une vraie guerre commerciale qui endommage les deux économies. Ou si Trump continue de glorifier l'invasion du XIXe siècle et d'escalader la rhétorique, cela pourrait générer une telle indignation au Mexique que Sheinbaum sente la pression populaire pour prendre des mesures plus drastiques, réduire la coopération en sécurité frontalière, chercher agressivement des accords commerciaux alternatifs, possiblement même nationaliser certains actifs américains au Mexique comme réponse symbolique. Je ne prédis pas que cela va nécessairement arriver, mais les dynamiques que Trump a mis en mouvement rendent ces scénarios plus probables qu'avant, et la responsabilité de cette escalade repose complètement sur celui qui a décidé de glorifier une invasion qui a causé un trauma massif. Laisse-moi clore avec une réflexion sur ce que tout cela nous dit sur le moment actuel dans l'histoire globale. Nous sommes en train de voir le choc entre deux visions complètement différentes de comment les relations internationales doivent être organisées. Une vision représentée par Trump est basiquement du XIXe siècle. Elle croit au pouvoir nu, en ce que le fort a le droit de dominer le faible, en ce que l'histoire de conquête doit être glorifiée, pas questionnée. L'autre vision, de plus en plus articulée par les pays du Sud global, insiste sur la souveraineté, sur des relations entre égaux, sur un droit international qui s'applique à tous. Le Mexique sous Sheinbaum est en train de défendre cette seconde vision. Il n'est pas en train de dire que le Mexique est plus fort que les États-Unis. Il est en train de dire que le Mexique a le droit d'être traité avec respect, indépendamment des différences de pouvoir. La question pour ce siècle est: quelle vision prévaudra? Retournerons-nous à la logique impériale du XIXe siècle où le pouvoir fait le droit, ou construirons-nous un ordre international réellement basé sur l'égalité souveraine? La réponse déterminera si nous vivrons dans un monde de coopération croissante ou de conflits croissants. Et bien que Trump croit qu'il projette de la force en glorifiant la conquête historique, en réalité, il est en train de révéler la faiblesse fondamentale d'un empire en déclin, qui ne peut imaginer les relations autrement qu'en termes de domination. C'est une faiblesse qui, éventuellement, sera sa ruine.